même chose que d'habitude. Alors, bonjour et bienvenue, je m'appelle Danielle Olofsson, je suis chef de la protection des données chez BCF et chargée de cours à l'Université de Montréal. Et je suis ici toute seule aujourd'hui. En général, j'ai mon collègue Nicolas Diorio qui est avec moi, mais il a été appelé en urgence pour aller à la cour ce matin. Donc, il voulait vous transmettre ses excuses et vous assurer qu'il sera ici avec moi la semaine prochaine. Donc, aujourd'hui, je voulais entamer la deuxième partie du webinaire qu'on avait commencé la semaine dernière sur le marketing direct numérique et les enjeux que cela posait à l'ère post-Covid-19. Ce que je voulais faire en commençant, c'est peut-être de préciser ce que je veux dire par marketing direct. Marketing direct, c'est une technique de marketing qui veut rejoindre directement le client et le public cible pour vendre nos services ou notre marchandise. Alors, ça a l'air peut-être un peu évident ce que je suis en train de dire, mais je vais vous illustrer ça avec cet exemple. Alors, je suis un détaillant de nourriture pour chiens. Je veux vendre ma nourriture et donc ce que je vais faire, je vais essayer de faire de la publicité sur des sites internet qui sont consultés par des propriétaires de chiens, donc des sites internet qui sont très ciblés aux personnes à qui je veux vendre mon produit, en contraste avec une publicité qui serait diffusée sur, par exemple, un site de journal ou de revue plus général. Et là, on sait qu'il y a peut-être des propriétaires de chiens, mais il n'y a peut-être pas des propriétaires de chiens. Et donc, le marketing direct consiste à vraiment aller chercher la clientèle qu'on veut cibler. Et c'est une technique qui est de plus en plus possible et de plus en plus efficace et scientifique même grâce à des technologies numériques qui nous permet de faire des analyses et des compilations de données pour pouvoir vraiment choisir le profil de personnes qu'on veut aller chercher. L'enjeu, par contre, c'est que ces technologies ont besoin de données, et notamment de données personnelles. Or, comme vous savez, quand on va chercher des données personnelles, il faut le faire de façon qui est conforme à la loi. Et les lois sont devenues de plus en plus contraignantes pour tout ce qui est traitement de données personnelles. Donc, avec cette petite introduction, on va passer à la présentation. Et je mets en contexte. Alors, comme vous le savez tous, il y a un bascule assez impressionnant vers l'économie numérique à cause du confinement qui est dû à cette pandémie. Même si on est en phase peut-être de déconfinement, on est nombreux à être assez réticents par rapport à l'achat en présentiel. Donc, on préfère commander nos services et nos biens sur Internet. Donc, on a des avances numériques qui étaient autrefois inconcevables, qui ont été réalisées en quelques mois. Alors, j'ai lu une étude qui disait qu'on pensait que les avances qu'on a vues dans les 3 derniers mois, on anticipait avant que ça allait prendre quelques années. Donc, là, on a l'environnement qui est absolument idéal pour le marketing direct et surtout le marketing direct numérique. Mais, comme je disais tout à l'heure, on a certaines contraintes qui sont dues à la loi et puis à l'interprétation de la loi. Donc, pour revenir premièrement à la loi, si on veut traiter des données personnelles, il faut le faire de façon licite. Alors, que ce soit au Canada, en Europe ou aux États-Unis, le détaillant a le droit d'aller chercher des renseignements personnels sur l'individu, sur sa clientèle. Alors, c'est reconnu dans la loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques qui reconnaît le besoin des organisations de recueillir, d'utiliser ou de communiquer des renseignements personnels à des fins qu'une personne raisonnable estime acceptables dans les circonstances. La loi européenne est également très claire et reconnaît comme étant une nécessité la capacité d'une société
d'aller chercher des renseignements pour l'intérêt légitime de la société. Dans ce contexte, le marketing, et le marketing est reconnu dans la loi européenne comme étant un intérêt légitime d'une entreprise. Et nous avons également les États-Unis qui ont un système un peu différent qui permet aux entreprises en général d'aller chercher des renseignements personnels sur leurs clients, à moins que le client leur ait dit de façon très claire que non, on ne veut pas que vous utilisiez mes données personnelles pour une raison ou pour une autre. Alors, c'est ce qu'on appelle le modèle opt-out. Donc, aux États-Unis, de prime abord, je peux aller chercher vos renseignements, mais il faut que je donne le choix de ne pas être d'accord et de pouvoir retirer votre consentement. En Europe aussi, il faut toujours donner le droit à l'individu de retirer son consentement pour pouvoir traiter ces données. Alors, ces lois, on les a vues la semaine dernière. On a également vu la semaine dernière certaines décisions de la Cour européenne de justice. On est passé un peu rapidement sur ces décisions et je voudrais y revenir parce que ces décisions ont vraiment, surtout les 3 dernières, ont vraiment bouleversé le domaine du ad tech ou du marketing direct. Alors, dans un premier temps, on a Google Spain. C'est une décision qui date de 2014. Et là, ce que vient dire cette décision, c'est que, bon, même si vous êtes en train de traiter les données à l'extérieur de l'Europe, vous pouvez toujours être assujetti à la loi européenne si la personne qui est propriétaire de ces données se trouve en Europe. C'est ce qu'on a trouvé. Google était responsable et devait se conformer à la loi européenne. Donc ça, déjà, c'est très important parce qu'on ne peut pas s'enlever la responsabilité de se conformer à la loi juste parce qu'on est à l'extérieur de l'Europe. 2 autres décisions qui ont eu un impact incroyable cette année, c'est Wirtschaftsakademie et Fashion ID. Et il y a eu des décisions qui ont amené à des conclusions semblables dans les deux jugements. Ce qu'on a vu avec Wirtschaftsakademie, c'est que l'académie voulait vendre ses services en utilisant plateforme Facebook Client. Par contre, l'académie n'avait pas divulgué aux utilisateurs l'étendue du traitement que pouvait faire Facebook des données qui se trouvaient sur la plateforme. Alors, ce dont on s'est aperçu, c'est que Facebook, ainsi que des tiers avec qui Facebook partageait les renseignements, pouvaient aller traiter ces renseignements sans que la personne concernée y ait consenti. Alors, la Cour, premièrement, a mis fin à cette pratique et deuxièmement, a dit à l'académie, attendez, si vous faites ça, il faut que vous soyez transparent par rapport aux tierces parties avec qui vous partagez vos renseignements. Même décision dans Fashion ID, où c'était un détaillant allemand qui avait installé sur son site internet le bouton Like de Facebook, qui permettait à Facebook d'aller chercher des renseignements sur les personnes qui avaient cliqué sur le bouton Like et qui leur permettait par la suite de traiter ces renseignements, même si les personnes qui avaient appuyé sur le bouton Like n'avaient pas de compte Facebook. Donc, encore une fois, un traitement qui n'était pas forcément transparent de la part d'une plateforme numérique. La Cour, encore une fois, a mis fin à cette pratique et a réitéré l'importance, cette fois-ci pour Fashion ID, d'être transparent par rapport à l'utilisation que vont faire des tierces parties avec qui vous partagez vos renseignements. La deuxième chose que ces 2 décisions ont établi, c'est que si vous êtes en train de traiter des renseignements avec une plateforme numérique qui opère en arrière, cette plateforme peut être considérée comme étant un co-responsable de traitement. Alors, ce que cela veut dire, c'est que la plateforme en arrière ne peut pas se cacher derrière une espèce d'entente de service de sous-traitance qui place beaucoup de responsabilités sur les épaules du responsable de traitement initial dans cette instance-ci, ça aurait été Fashion ID et Wirtschaftsakademie. Or, ce qu'a dit la Cour, c'est que non,
Fashion ID, vous partagez la responsabilité de traitement avec Facebook, ce qui veut dire que Facebook était redevable de se mettre en conformité comme si elle était responsable du traitement initial, ce qui fallait dire qu'il y avait des obligations de divulgation, qu'ils avaient des obligations par rapport à la sécurité, par rapport à tout ce qui est bris. Donc, cela vient accroître de façon assez incroyable les responsabilités de ces plateformes numériques qui opèrent en arrière du détaillant. Donc, ça, ces deux décisions-là ont vraiment bouleversé l'industrie du ad-tech parce qu'il y a des responsabilités de plus en plus accrues qui sont passées sur tous les joueurs de cet écosystème. Et on viendra dans une seconde à l'écosystème pour que vous puissiez voir de quoi je parle précisément. Enfin, il y a eu la décision l'automne dernier de Planet 49. Planet 49 est venu préciser sur en quoi consiste un consentement éclairé. Alors ici, Planet 49 essayait d'aller obtenir ou d'aller chercher le consentement de l'individu en leur demandant de consentir à plusieurs activités en même temps, et notamment avec des cases précochées. Alors ça, la Cour a dit non, attendez, si vous allez faire des activités de traitement différentes, il faut que l'individu consente à chaque traitement. On ne peut pas avoir ce qu'on appelle les consentements en vrac ou des bulk consent. Donc, il faut vraiment clarifier ce que vous faites avec les renseignements que vous êtes en train de traiter et d'aller demander le consentement à l'individu pour pouvoir le faire. Un dernier point que je voudrais mentionner, qu'on a soulevé rapidement la dernière fois, c'est la remise en question des témoins. Les témoins, les cookies, qui vont aller chercher des renseignements un peu en arrière, et notamment de ce qu'on appelle les murs de témoins. Alors ça, c'est la pratique de dire, bon, écoutez, on va chercher vos renseignements, si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez nous dire non, mais là, vous n'aurez pas les services qu'on vous a promis. Alors là, on est venu dire non, vous ne pouvez plus faire ça, ça ne fonctionne pas du tout. Et alors, est-ce qu'on peut faire, la question maintenant, c'est est-ce qu'on peut leur dire, bon, écoutez, si on va chercher vos renseignements gratuitement, on vous offre nos services gratuitement, mais si vous refusez, on vous offre notre service à $10 par mois, par exemple. Alors ça, c'est des cookie walls. Et là, il n'y a rien de tranché. Ce qui est intéressant, c'est que les cookies sont en train de se faire scruter. Et Google a annoncé notamment qu'ils allaient plus utiliser de cookies, je pense à partir de 2023. Donc, c'est quand même quelque chose qui est à revoir. Je viens d'analyser, enfin de résumer un peu l'état du droit et l'état des décisions et de la jurisprudence. Alors, comment est-ce que ça affecte l'écosystème du ad-tech et comment est-ce qu'on peut se prémunir de techniques pour pouvoir continuer à cibler une clientèle idéale tout en étant conforme aux lois et à ces jugements existants. Alors, ce que je voudrais faire dans un premier temps, c'est vraiment revenir sur les enjeux et sur l'écosystème du ad-tech. Ensuite, parler d'une approche qui s'appelle la séparation fonctionnelle et ensuite conclure avec d'autres solutions supplémentaires. Donc, pour venir sur les enjeux du système, de l'écosystème, ad-tech, ce que je veux dire par ad-tech, c'est advertising technology, donc tout l'écosystème qui nous permet d'aller chercher nos clients et de vendre directement à nos clients. Alors, voilà un résumé, c'est ma roue, qui démontre tous les joueurs différents dans cet écosystème. Et ce qu'on peut constater, je vais faire un résumé rapide de tout ce que fait chacun, c'est que ces joueurs sont très dépendants des données, mais ils ne sont pas dépendants pour la même raison. Ils ne vont pas traiter, ils n'ont pas besoin des données personnelles pour les mêmes raisons et pour faire la même chose. Donc, ils ont chacun leur rôle à jouer et chacun leur façon de traiter les données personnelles. Donc, pour commencer, on a l'agence qui achète la pub pour les clients. Donc, l'agence a un rôle qui est purement transactionnel, il n'y a pas d'analyse. Ils cherchent à acheter puis à vendre de la publicité.
Ensuite, nous avons le bureau de négociation d'agence. Alors, ce que fait le bureau, il planifie, il achète et il gère la publicité sur les différentes plateformes. Ensuite, on a la plateforme côté demande. Alors, cette plateforme permet à ceux qui veulent acheter de la publicité de l'acheter en temps réel et d'optimiser leurs coûts. On peut penser à des technologies comme AppNexus ou Simplify. Ensuite, on a la plateforme de gestion des données. Et ça, c'est une plateforme qui centralise les données primaires et tierces afin d'identifier les tendances comportementales et de créer des plateformes, des profils et les analyser. On peut penser dans les bureaux de professionnels à Salesforce, mais on voit déjà ce quatrième acteur, lui, il est vraiment engagé dans l'analyse des données. Le cinquième, on a le réseau publicitaire. Alors lui, il est l'intermédiaire entre celui qui veut vendre la publicité et l'éditeur. On peut penser à Google DoubleClick ou à AdExchange. Ensuite, on a la bourse, sixièmement, qui facilite l'achat et la vente de la publicité sur des réseaux différents comme Microsoft AdExchange, Google DoubleClick. On a septièmement la plateforme qui offre qui permet aux éditeurs de comprendre la demande en temps réel et de gérer les statistiques. On pense notamment à OpenX, à Google Ad Manager. Mais encore une fois, c'est la plateforme qui fait une analyse des données. Et enfin, on a le serveur qui est l'application responsable pour l'automatisation de la publicité. Alors, on voit que derrière le placement d'une publicité, il y a tous ces joueurs qui viennent, qui entrent dans l'écosystème et qui nous permet de mieux cibler notre clientèle et d'avoir un rendement qui est meilleur pour notre publicité. Le problème, c'est que c'est un écosystème qui mange les données de façon incroyable et il y a également le législateur qui est venu réglementer un peu tout ce traitement qui se fait. Premier enjeu, c'est que les données personnelles, les données dont on a besoin, la matière première, sont définies de façon tellement large et tellement englobante que c'est très difficile de ne pas utiliser des données personnelles. Alors, la définition qu'on voit souvent, c'est tout renseignement concernant un individu identifiable. Ceci comprend son nom, son numéro d'identification, que ce soit son passeport, que ce soit son identifiant étudiant, peu importe. Les données de localisation sont considérées comme étant des données personnelles. Un identifiant en ligne, alors sachez qu'en Europe, l'adresse IP, qu'elle soit statique ou dynamique, est clairement considérée comme étant une donnée personnelle. Il y a également des données qui sont contenues dans les cookies et évidemment tout ce qui est génétique, psychique, tous ces renseignements-là de nature plutôt santé sont considérés comme étant des données très, très, très personnelles. Alors, comment faire? On a l'industrie qui a vraiment besoin de ces données pour pouvoir fonctionner et on a le législateur qui a dit, mais attendez, toutes ces données-là sont considérées des données personnelles et donc il va falloir que vous les approchiez avec un certain degré de contrôle et puis vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec ces données. Notamment, on a imposé des critères de licité de traitement. Il faut aller chercher le consentement de l'individu qui est propriétaire de ces renseignements et il faut démontrer également la nécessité de traitement. Par contre, comme on a dit plusieurs fois, les lois ne s'appliquent pas si on peut prouver que les données sont vraiment anonymes, donc qui ne peuvent pas être attachées à une personne identifiable. Et c'est là que je vais embarquer maintenant. La loi européenne donne la possibilité de pseudonymiser les renseignements pour ensuite permettre un certain niveau de traitement. Et c'est vraiment là qu'on va aller chercher notre solution pour résoudre ce problème de comment faire dans le secteur AdTech pour pouvoir se conformer à des lois et puis à des jugements qui sont de plus en plus exigeants. Alors là, je passe à mon deuxième point.
Et je vais parler d'une technique qui s'appelle la séparation fonctionnelle. La séparation fonctionnelle, je vais la définir et puis je vais vous montrer pratiquement de quoi il s'agit. La séparation fonctionnelle trouve son origine dans la définition qui est établie dans le GDPR de la pseudonymisation. Et je vais vous la lire pour qu'on soit tous très clairs. La pseudonymisation s'agit d'un traitement de données à caractère personnel de telle façon que celles-ci ne puissent plus être attribuées à une personne concernée précise sans avoir recours à des informations supplémentaires, pour autant que ces informations supplémentaires soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir que les données à caractère personnel ne sont attribuées à une personne physique identifiée ou identifiable. Ok, je sais que c'est compliqué, il y a beaucoup de langage ici. Qu'est-ce que je veux dire concrètement? Concrètement, la pseudonymisation est une technique qui est reconnue par la loi européenne et il ne s'agit pas simplement d'une anonymisation bâclée. Il y a des choses à faire pour que la pseudonymisation soit réussie et c'est ce dont on parle quand on parle de la séparation fonctionnelle. Alors, c'est la séparation en fait, des données personnelles pour que les données qui sont recueillies pour une fin ne soient pas utilisées pour une autre fin. Ça permet de rencontrer le test, la pseudonymisation, et donc de procéder à des activités de traitement tout en étant conforme à la loi. Et ça permet le transfert de données entre les membres de l'écosystème AdTech. Donc, ce que ça vient faire, ça vient reconnaître en fait que les joueurs qu'on a vu tout à l'heure de l'écosystème AdTech ont besoin de renseignements personnels, mais peut-être qu'ils n'ont pas besoin des mêmes renseignements personnels et qu'ils n'en ont pas besoin pour les mêmes raisons. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va diviser ces renseignements pour que ceux qui puissent les utiliser pour l'analyse ne sont pas, on ne va pas les transférer donc à quelqu'un qui n'a pas besoin de les utiliser pour des fins d'analyse ou des fins d'application d'algorithmes. Concrètement, ce que je veux dire, je vais vous montrer, ça c'est l'application. Alors, je suis un marchand de baskets, de chaussures de sport. Je suis allée recueillir des renseignements sur un de mes clients. Alors, il s'appelle Hervé, c'est un homme de 58 ans, il est marié, il a un revenu de 120 000 par année, il est propriétaire de maison à Saint-Lambert et mes chaussures de sport lui ont été référées sur un site de course qu'il consulte. Ça, ce sont des données très personnelles qui me permettent d'identifier Hervé. Par contre, qu'est-ce qui arriverait si je prenais ces renseignements et que je les transformais en profil plus général qui ne vient pas se rattacher forcément à Hervé? Alors, par exemple, je peux aller prendre ces données géographiques pour dire, bon, c'est quelqu'un qui habite en banlieue. Je peux aller prendre ces renseignements comportementaux pour dire, ben, attendez, c'est quelqu'un qui consulte des sites de course. Ces données psychographiques, il est sportif. Et ces données démographiques, c'est un homme entre 50 et 60 ans. Alors, avec les renseignements, un homme habitant en banlieue qui consulte des sites de course, qui est sportif et qui a entre 50 et 60 ans, je ne suis pas en train d'identifier Hervé, mais j'ai quand même un profil qui va me servir pour les fins de marketing et pour les fins de vente de mon produit. Je suis quand même capable d'aller cibler un marché qui est intéressant sans autant avoir à identifier ma personne précise. Et ça, on peut le faire. Et on voit de plus en plus des détaillants européens le faire. Pour ce qui est le consentement, je peux également diviser les genres de consentement que je vais aller chercher. Alors, je peux demander à une personne si elle consente à ce que je fasse la collecte de ces renseignements. Ensuite, je peux lui demander si elle consente à ce que j'utilise ces données pour observer son comportement à l'aide ou si je peux installer des témoins ou d'autres technologies pour me permettre d'observer cette personne, son déplacement géolocalisé, la géolocalisation par exemple. Enfin, à un troisième niveau, je peux demander à la personne si elle consent pour l'utilisation d'outils d'analyse par les algorithmes pour mieux cibler les besoins et ses intérêts. Et donc là, en allant chercher ce consentement, là, je ne peux pas me faire piéger, me faire dire, bah, attendez, vous n'avez pas eu le bon consentement, vous avez tout mis ensemble, la personne ne savait pas à quoi elle consentait. Non, là, si je suis très explicite, et ce n'est pas difficile à faire,
je peux aller chercher les renseignements qu'il me faut et je peux aller chercher les renseignements dont j'aurai besoin pour alimenter tout mon plateforme AdTech en arrière. Donc, c'est vraiment cette façon qu'on préconise actuellement pour pouvoir continuer à faire du ciblage et puis à faire du marketing direct. Et je voudrais juste souligner un point que je n'ai pas soulevé tout à l'heure, mais ce n'est pas juste l'Europe qui est vigilant à cet égard et qui est en train de contrôler ce comportement. La Californie, ça fait longtemps qu'elle contrôle l'envoi des renseignements à des sites tierces pour les fins d'analyse. Il faut absolument les dévoiler. Et donc, ce n'est pas juste un espèce de fétiche européen, c'est plus généralisé que ça. Donc, c'est une bonne idée d'essayer de se conformer à ces pratiques. Alors, pour finir, ce que je voulais également, c'est proposer quelques solutions supplémentaires. Alors, c'est vrai que le gros de cette présentation aujourd'hui parlait de la séparation fonctionnelle, mais il y a également d'autres leçons à retirer de la jurisprudence actuelle sur le marketing direct. Et le premier, et c'est très important, c'est les ententes avec les fournisseurs. Faites attention de délimiter le rôle de chacun. Il se peut que votre fournisseur soit vraiment juste un fournisseur, mais il se peut que ce fournisseur devienne également un co-traitant, enfin un co-responsable de traitement. Et si c'est le cas, il faut absolument être clair sur ce sur quoi vous êtes responsable et sur ce de quoi vous êtes responsable et sur de quoi votre fournisseur est responsable. Et comme ça, vous n'êtes pas responsable quand il y a un pépin de l'autre côté et vice-versa. Donc, soyez très clair avec vos ententes avec vos fournisseurs. Évitez les demandes de consentement en vrac, on a parlé. Bulk consent ne fonctionne pas. Tout ce que ça fait, c'est de vous rendre vulnérable. Et encore une fois, on voit ça de plus en plus. Les grands détaillants vont aller chercher plusieurs niveaux de consentement pour vraiment s'assurer qu'ils soient bien en conformité avec les lois et qu'ils ne soient pas des cibles actuellement. Et ayez des avis de protection de données qui sont transparents par rapport à chaque activité de traitement. Et les tierces parties qui les effectuent. Ça, c'est une exigence de par la loi californienne, c'est également une exigence de la loi européenne et c'est vraiment les meilleures pratiques, ça constitue une des meilleures pratiques ici au Canada aussi. Donc sur ce, je voudrais conclure. Je voudrais vous remercier infiniment de votre attention aujourd'hui et puis on se retrouvera la semaine prochaine quand Nicolas sera avec moi. Alors bonne semaine et merci beaucoup.